Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial sur Gabon 24 consacré à la situation au Burkina Faso et partant à la situation en Afrique de l'Ouest. Après le Mali et la Guinée, c'est désormais le Burkina Faso qui est sous le feu des projecteurs. Le régime de Roch-Marc Christian Kaboré n'a pas échappé à la vague des coups d'État en vogue en Afrique de l'Ouest. Et comme pour Bamako et Conakry, Ouagadougou est désormais aux mains des militaires. Que retenir de ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest? Peut-on parler d'un printemps ouest-africain, coup d'État en Afrique de l'Ouest ou renaissance idéologique? C'est la thématique de ce plateau spécial sur Gabon 24. Dr Assel Morogui, politologue gabonais, et Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse, sont déjà avec moi sur ce plateau. Bienvenue, messieurs, dans ce plateau spécial. Merci. Nous serons également en ligne depuis la Côte d'Ivoire avec Tal Madina, analyste politique, géostratégique, chercheur sur les questions de terrorisme au Sahel et dans le Golfe de Guinée, qui nous donnera sa lecture de la situation au Burkina Faso et même en Afrique de l'Ouest. Nous aurons également en ligne depuis Paris Nicolas Normand, ancien ambassadeur de la France au Mali. Mais déjà, messieurs, nous sommes en ligne, en direct de Ouagadougou, c'est au Burkina Faso, avec Abdou Zouré, qui est le directeur de publication du média en ligne faso7.com. Alors, Abdou Zouré, vous qui suivez la situation du côté du Burkina Faso, vu que vous y êtes, quelle est donc la situation qui prévaut actuellement à Ouagadougou, la capitale? Il faut dire que les choses sont rapidement revenues à la normale à Ouagadougou après le coup d'État. Les populations ont vaqué normalement à leurs occupations, sauf que le 24 janvier et le 25 janvier précisément, des habitants se sont mobilisés à la place de la Nation à Ouagadougou pour manifester leur soutien aux militaires qui viennent de prendre le pouvoir. Donc, à part ces manifestations qui ont été, somme toute, pacifiques, rien ne montrait qu'effectivement, il y avait un coup d'État au Burkina Faso. Alors, messieurs, un coup d'État de plus, un coup d'État peut-être de trop. Quelle lecture faites-vous de cette situation au Burkina Faso? Arsèle Moreau. Alors, déjà, le coup d'État au Burkina Faso, il faut dire que c'est la conséquence d'une crise de confiance entre l'armée et le président Roch-Marc Christian Kaboré. Crise de confiance parce qu'à l'issue de sa seconde réélection, en fin 2020, je pense, 2020, il avait promis dans son agenda politique faire de la lutte contre le terrorisme qui sévit au nord du pays, au nord-est du pays, son cheval de bataille. Sachant que dans cette affaire de terrorisme-là, le Burkina Faso a déjà près d'1,5 million de déplacés, des centaines de milliers de victimes au niveau des civils et d'autres centaines au niveau des populations, c'est-à-dire les militaires et les gendarmes qui sont sur le terrain. Donc cette promesse d'engager des actions fortes pour renforcer les militaires dans la lutte au fond contre les djihadistes ne semble pas avoir donné les résultats. Du coup, l'armée, on peut dire, a estimé, du moins certains éléments de l'armée, que l'armée était au fond abandonnée à elle-même face à un pouvoir qui était, disons, déconnecté par rapport aux réalités sur le terrain. D'où, d'après, lorsqu'on écoute en quelque sorte les raisons évoquées par la junte actuelle, donc ce sont les raisons qui ont été mises en avant, la crise de confiance entre l'armée et le gouvernement. Louis-Philippe Badinga, le Burkina Faso emboîte le pas au Mali et à la Guinée. Est-ce que ce sont les mêmes causes qui produisent les mêmes effets? Pas totalement. Le cas de la Guinée est un peu à part, car en réalité, en ce qui concerne la Guinée, il y avait une exaspération concernant donc la gouvernance d'Alpha Condé, qui avait brigué un troisième mandat aux grandes dames des populations et même des partis de l'opposition. En ce qui concerne donc le Mali et le Burkina Faso, la question est immédiatement liée au djihadisme dans le Sahel. Il y a nécessairement des causes immédiates donc liées à ce djihadisme, mais il y a également des causes un peu, on va dire, sous-jacentes, liées notamment à la présence française au Mali et au Burkina Faso. On aura l'occasion d'y arriver. Occasion pour nous, messieurs, je vous l'annonçais, on a depuis Paris Nicolas Normand, ancien ambassadeur de la France au Mali. Alors, monsieur Normand, dites-nous, est-ce que les signaux de ce putsch n'étaient pas déjà visibles du côté du Burkina Faso?
Écoutez, avant le coup d'État, on s'attendait malheureusement à un coup d'État, et je l'avais écrit moi-même dans un article sur le Sahel, paru récemment, parce que la situation était très fragile. Certes, le président Kaboré avait été réélu démocratiquement, sans difficulté particulière, mais la situation sécuritaire s'était beaucoup dégradée, en fait depuis 2015, mais encore plus récemment, puisqu'il y a eu des massacres de populations civiles. Il y a eu dans un village 160 personnes qui ont été tuées dans un seul incident, événement. Et il y a eu aussi, plus récemment, au mois de janvier, 54 gendarmes burkinabés qui ont été tués par des groupes terroristes ou extrémistes armés djihadistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les causes donc, de ce putsch du côté de Ouagadougou? On ne sait pas encore, à l'heure d'aujourd'hui, tous les dessous du coup d'État. Pourquoi ce colonel particulier d'Amiba a organisé ce coup d'État? Pourquoi ça a marché? Pourquoi ça a marché? Ça, c'est facile à comprendre. Il y avait, je vous l'ai dit, un grand mécontentement dans l'armée et dans la population. C'est pour ça que le coup d'État a été accueilli favorablement par la population, parce que le régime du président Kaboré, était-ce de sa faute, était-ce d'autres raisons, n'était pas en mesure de faire face à la situation qui se dégradait. Voilà. Alors, messieurs, on a ce mécontentement de l'armée que vous aviez déjà traduit, mais encore, il y a eu la présence des djihadistes qui est aussi décriée par finalement les putschistes. Est-ce que ce serait véritablement la cause de ce coup de force du côté de Ouagadougou? Oui, en fait, il y a une exaspération des populations. Les présidents sont élus pour garantir, entre autres, la sécurité aux populations, mais la sécurité dans tous les azimuts, dans tous les domaines. En ce qui concerne donc le Sahel, il y a eu des attaques djihadistes, et pour parler précisément du cas du Burkina Faso, Oui. voilà, vous avez un peu plus d'1,5 million de déplacés au sud du Burkina Faso, avec ces derniers temps 2000 morts quand même. Hein. Alors, le président Marc-Christian Kaboré, qui a été démocratiquement élu par 2 fois, en fait, est tombé, j'ai envie de dire, dans une sorte de crise de confiance. Alors, cela a amené l'armée donc à prendre le pouvoir. On constate un peu qu'avant l'arrivée de Marc-Christian Kaboré, les populations étaient déjà tombées dans la rue, justement, et il a été élu à la faveur, justement, de la chute de Blaise Compaoré. Alors, donc, il y a là une question sécuritaire qui est très prégnante et qui bouscule en réalité les habitudes, la vie de ces populations. Alors, dès que les populations ne sont pas contentes, avec l'exemple du Mali, donc par 2 fois, Assimi Goïta qui a perpétré 2 coups d'État, alors cet exemple s'est multiplié, on a vu la Guinée. Aujourd'hui, donc, il y a une sorte de sankarisation en fait, de l'armée, c'est-à-dire une intellectualisation de l'armée qui fait que les militaires désormais s'intéressent à la gouvernance. Oui, on aura l'occasion d'en parler avec le professeur Guy Rossatanga qui sera également des nôtres un peu plus loin dans cette émission. Mais messieurs, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher les causes également de ce coup d'État en pensant au RSP? On le sait, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, qui est le nouvel homme fort de Ouagadougou, est lui-même un ancien agent de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle qui était à l'époque de Blaise Compaoré. Est-ce qu'on peut dire que finalement, malgré sa dissolution, le RSP tire toujours les ficelles dans l'ombre? On peut le dire dans la mesure, effectivement, où le nouvel homme fort du pays actuellement est un des anciens éléments de ce groupe de sécurité. Oui. Alors, bien entendu, mais je pense qu'il faut rester aussi prudent dans la mesure où il ne faut pas nécessairement lier sa prise de pouvoir avec ce contexte précédent. Je pense que les éléments les plus factuels sont... Mais on a quand même vu l'une de ses premières actions, c'était la libération du général Gilbert Diendéré, qui n'est pas un moindre agent de ce RSP-là. Non, je pense qu'il faut voir ça dans une dimension où il faut, je pense, il y a un malaise au sein des forces armées. D'accord. Il y a un malaise au sein des forces armées et je pense que c'est un signal fort qu'il a voulu donner aux militaires, à savoir restaurer la dignité ou l'image ou l'honneur des militaires, étant entendu qu'il y a beaucoup de dessous dans cette affaire, comme je pense l'ancien ambassadeur l'a souligné dans son intervention tout à l'heure, en notant notamment que,
ce qui se passe au Burkina Faso ne peut pas seulement le voir du seul point de vue sécurité, mais aussi politique, parce que dans la réalité, ce qui se passe, c'est que depuis la chute du régime de Blaise Compaoré, qui a quand même été un régime d'une relative stabilité, notamment au niveau de la sécurité, mais aussi sur le plan socio-économique, le Burkina Faso est un pays assez stable, mais seulement c'est que la gestion post-Blaise Compaoré n'a pas donné tous les résultats sur le plan économique et social. Vous soulignez notamment, il a notamment que l'armée et la population est descendue à la rue par 2 fois. La première fois pour mettre hors du pouvoir Blaise Compaoré, la deuxième fois aujourd'hui pour saluer le coup d'État. Cela voudrait dire qu'au-delà de la question qui est purement sécuritaire et qui est la première cause de ce coup d'État, il y a en dessous d'autres problèmes liés aux conditions de vie des populations qui estiment que le soutien démocratique apporté au président déchu n'a pas apporté des prolongements, n'a pas apporté des réponses, même sur des questions de conditions de vie. Vous prenez par exemple les questions du niveau des salaires. Lorsqu'un militaire est payé à 35, 40, 45 000 francs, 50 000 francs par mois et que vous les envoyez au front, lorsque les épouses des militaires marchent pour demander au gouvernement de trouver des armes et des munitions pour que leur mari soit mieux sécurisé en allant au front pour défendre le pays, je pense qu'il y a plusieurs implications s'agissant du coup d'État. La cause immédiate, effectivement, c'est celle de l'insécurité dans le pays. Oui. Mais d'une façon beaucoup plus globale, le régime de Blaise, le régime du président Marc-Christian Kaboré était déjà dans une forme de perte de vitesse depuis quelque temps. Louis-Philippe Badinga, est-ce qu'il ne faudrait pas aller chercher également les origines au niveau du procès de Thomas Sankara qui s'est ouvert et où on sait que Gilbert Diendéré, notamment, a été pointé du doigt, a été l'un des accusés phares de ce procès? Oui, justement, nous n'avons pas encore suffisamment de recul pour pouvoir apprécier cette situation, mais il y a déjà des faisceaux, naturellement, lorsqu'on prend le procès justement sur l'assassinat de Thomas Sankara. Gilbert Diendéré est justement une des personnes clés. Oui. Et donc, naturellement, c'est dans un contexte où l'armée, à l'arrivée de Marc-Christian Kaboré, n'a pas été purgée justement de ces éléments qui, en réalité, font partie du sillage de l'ancien président Blaise Compaoré. Alors, les putschistes reprochent à Kaboré, on le disait déjà, de ne pas avoir mis la lutte contre les djihadistes en priorité au cœur de son action. Mais finalement, comment compte-t-il combattre ces fameux djihadistes-là avec les potentielles sanctions de la CEDEAO? On le voit déjà au Mali. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un sommet qui se profile à l'horizon? Est-ce qu'avec les potentielles sanctions de la CEDEAO, cette junte-là pourra combattre les djihadistes? Alors, je pense qu'il y a un problème immédiat qui est celui de l'acceptation au niveau de la communauté internationale de ce coup d'État-là, de cette junte-là. L'acceptation, ça signifie accepter de faire avec, mais sous quelles conditions accepter cette arrivée au pouvoir par la force des militaires. Donc, c'est le premier problème qui, justement, a comme réponse en face les sanctions prévisibles de la CEDEAO qui vont intervenir, parce qu'il s'agit d'une rupture de l'ordre constitutionnel. Ensuite, deuxièmement, sur la réalité de la lutte contre le terrorisme sur le terrain, je pense que les rebelles auraient dû, je pense, dans les premiers instants, annoncer un chapelet de mesures concrètes, ce qu'ils n'ont pas fait depuis déjà quelques jours qu'ils sont là. Parce qu'ils voudraient même d'ailleurs prendre même pour témoin le meneur de ce coup d'État qui lui-même a écrit un livre intéressant sur la problématique des réponses militaires à la question. Le lieutenant-colonel Damiba. Tout à fait. Et dans cet ouvrage-là, il souligne des choses très importantes. Le problème de fond, entre autres, c'est la question de la mobilisation budgétaire. Parce que pour faire face au terrorisme, il faut recruter les militaires, il faut les former, il faut les payer, il faut soigner et prendre soin des familles des victimes, il faut équiper avec des moyens modernes tels que des drones qui permettent d'avoir un renseignement très avancé sur les positions et les mouvements des rebelles dans le vaste étendue désertique du nord-est du Burkina Faso. Or, ce sont des réalités militaires, des réalités budgétaires, je vais dire, et logistiques, qui pèsent lourd sur des petits pays comme des petits pays au sens économique et du terme, pas au plan territorial ou démographique, mais au plan économique. Lorsque des pays ont des contraintes pour l'éducation, pour la santé, et qu'il faut mobiliser un budget qui peut coûter dans les 20 à 25% du budget national, rien que sur
le front djihadiste, cela pose des problèmes. Mais pourtant, on a vu la mise en place du G5 Sahel, notamment pour essayer de contrecarrer cette force djihadiste-là et essayer de soutenir les États Le aussi. G5 Sahel est venu en appui. Oui. En appui non seulement de l'armée burkinabé, mais aussi de l'armée malienne, Oui. voire aussi nigériane. Au niveau du nord. Cependant, le G5 Sahel ne peut pas combler tous les déficits structurels de ces armées-là. Quand je parle des déficits structurels, je parle des questions logistiques, des questions financières, c'est-à-dire la mobilisation des troupes, le transport des troupes, les moyens militaires sur le terrain pour combattre contre les djihadistes. Donc, ce sont des problèmes budgétaires importants. La question du G5 Sahel, c'est une question davantage de coordination, une question de soutien, de renforcement. C'est vrai qu'il est appuyé sur le terrain par certaines opérations que les forces occidentales qui interviennent, comme la France et bien d'autres pays, tentent de faire. Mais je ne pense pas que le problème ou la solution soit nécessairement du côté du G5 Sahel. Et je pense, et aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a une forme de discours nationaliste que les armées, notamment au Mali, au Burkina, développent en expliquant que s'ils ne sont pas capables de lutter contre le terrorisme sur le terrain, c'est parce que, eh bien, les gouvernements n'y mettent pas de priorité, c'est parce que aussi l'ingérence étrangère ne leur donne pas toutes les informations, tous les moyens possibles pour pouvoir combattre le terrorisme. Donc là où on attend les nouveaux détenteurs du pouvoir au Burkina et au Mali, c'est de proposer, à côté de la question diplomatique pour gérer la question des sanctions et la bonne entente avec la communauté internationale, c'est de proposer un agenda précis, des moyens, des objectifs pour renforcer et moderniser les armées sur le terrain. Effectivement, Louis-Philippe Badinga, est-ce que nous ne sommes pas là dans les prémices d'un printemps ouest-africain en comparaison avec le printemps arabe qui a eu lieu 10 ans auparavant? En tout cas, quand on observe la situation au lendemain des sanctions de la CEDEAO, le coup d'État au Burkina Faso nous montre bien que les sanctions n'ont pas servi justement d'épouvantail pour décourager les militaires à opérer ce coup d'État. Oui, mais en réalité, je veux d'abord revenir sur ces causes sécuritaires, justement, parce que la sécurité, en réalité, quand elle est garantie, elle garantit également la survie de populations, qui sont des populations qui j'ai envie de dire, des populations agricoles pour la plupart, sinon qui ont des activités pastorales. Donc vous comprenez que si la sécurité n'est pas garantie, les populations ne peuvent pas, j'ai envie de dire, vivre tranquillement. Alors donc, il ne faudrait pas s'étonner que ce qui se passe donc au Mali, en Guinée et au Burkina Faso puisse servir d'exemple. Mais je parlais tout à l'heure justement des questions sous-jacentes, donc liées à la présence française dans le Sahel. On se souvient que la première intervention, c'est l'opération Serval. Le président de l'époque français, c'est François Hollande. Ensuite, on a eu l'opération Barkhane. Aujourd'hui, on a évolué vers une force européenne, Takuba, qui aujourd'hui est un peu boudée en difficulté par les Maliens. Donc, vous comprenez qu'il y a là des intérêts, justement, géostratégiques de la France qui ne sont pas toujours clairement évoqués. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'avec tout ce qui a été mis comme moyen, la France ne soit pas parvenue justement à sécuriser, à stabiliser finalement la région. Voilà, notamment le Nord Mali et donc toute la zone sahélo-saharienne. C'est vrai que c'est une guerre asymétrique. Et d'ailleurs, même les armées les plus puissantes du monde ont du mal à se battre face à des forces qui ne sont pas conventionnelles. Mais la réalité, ce qu'attendaient les populations et les militaires de ces pays-là, justement, c'était arriver à un certain seuil de sécurité. On a vu le double jeu de la France avec les protagonistes on va dire l'Azawad, ceux qui militent pour la participation justement du Mali. Et donc, ces militaires-là, que je disais, sont des intellectuels. C'est des personnes qui sont allées en même temps au front et ont analysé la situation. Donc, il y a des situations qui ne se comprennent pas. Et en réalité, vu que les mêmes causes mises dans les mêmes conditions produisent les mêmes effets, il est à craindre que ces coups d'État puissent servir d'exemple. D'autant que, malgré la parenthèse démocratique, il faut se souvenir que l'Afrique de l'Ouest a quand même été un pays rythmé par des coups d'État et dirigé par des militaires de longue date.
Alors, Bamako, Conakry, Ouagadougou, tous les chefs de junte se revendiquent de la lutte contre le djihadisme pour arriver au pouvoir, pour parvenir au pouvoir, ou du moins boudent les autorités qui étaient là par rapport au fait qu'elles n'ont pas pris en compte cette priorité. Nous allons, messieurs, écouter le professeur Guy Rossatanga qui revient un peu sur cette question. Le problème aujourd'hui de tous les gouvernants de cette zone, c'est la question sécuritaire. Et donc l'insécurité qui règne dans cette zone. Insécurité qu'on est incapable de résoudre en interne, mais qu'on est incapable de résoudre aussi en externe, parce qu'il est évident que ceux qui sont venus aider ces pays à régler ce problème, nous entrons dans la dizaine d'années après le début, et rien n'est toujours réglé. Et donc, à partir de là, les opinions sont tentées de croire en tous les marchands de rêves qui peuvent estimer qu'en un coup de baguette magique, ils auront résolu le problème. Sauf que la résolution de cette question sécuritaire est beaucoup plus vaste que ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Parce que si on ne commence pas par comprendre pourquoi et comment c'est arrivé, il va être difficile de régler le problème. Vous comprenez? Pourquoi c'est arrivé? Nous le savons. Il y a eu un certain nombre d'opérations dans cette zone qui ont permis au djihadisme de profiter d'un certain nombre de situations. La dernière, il faut quand même bien se le rappeler, il y avait un État dont on peut penser ce qu'on veut, mais qui servait de pivot et de verrou sécuritaire dans cette région, il s'appelait la Libye. On l'a détruit, ça fait partie des conséquences de cette situation. Alors, messieurs, je vous voyais acquiescer sur les propos du professeur Guy Rossatanga. Est-ce que finalement, la Libye, tant qu'on n'a pas résolu le cas Libye, on ne pourra pas résoudre tout ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Ouest? Oui, il suffit de voir les frontières de ces pays, qui sont des très grands pays. C'est des pays qui ont plus d'1 million de kilomètres carrés. Oui. Si vous prenez la Libye déjà, qui a une large frontière avec le Tchad, qui a une large frontière avec le Niger, et donc vous avez le Mali. Donc c'est des zones, j'ai envie de dire, si on prend le Sahel, c'est comme un océan. C'est énorme. Voilà, donc en réalité, tant qu'on n'a pas réglé la question libyenne, il sera difficile justement de régler la question sahélienne, sahélo-saharienne, d'autant que tout l'arsenal qui était en Libye, parce que la guerre de Libye a mené de nombreux mercenaires. Oui. Voilà, non seulement les mercenaires qui étaient recrutés par le colonel Kadhafi, mais également des mercenaires qui sont arrivés avec des troupes étrangères. Même voilà, donc, même les djihadistes. Voilà, et donc, toutes ces personnes, dès qu'ils n'ont plus voulu combattre en Libye, se sont déversés donc dans cette zone de non-droit qu'est le Sahel pour pouvoir vivre donc de trafic de drogue, de rapine, de trafic d'armes et tout ça. Et dans cette même zone, il y a une autre problématique, celle idéologique justement, liée à Boko Haram. Et en réalité, Boko Haram a attisé un foyer qui part du Tchad, du Niger jusqu'au, j'ai envie de dire, Nord Cameroun, avec le Nigeria, qui fait que c'est devenu une zone instable. Donc, j'ai envie de dire, la question de l'insécurité et donc de la stabilité reste la priorité numéro 1 pour régler les problèmes, justement, politiques et de gouvernance au niveau de l'Afrique de l'Ouest notamment. Docteur Arcel Moreau, votre réaction? Alors, je pense qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, effectivement, comme l'a souligné le professeur Rossatanga dans son intervention, c'est effectivement celui de la stabilisation de la Libye. Ça signifie réunir les conditions pour faire émerger un État stable et fort. Oui. Il n'y a qu'un État stable et fort qui va protéger la frontière, qui va assurer la sécurité et le contrôle des activités dans le vaste espace libyen qui est aujourd'hui le berceau de tous les mouvements terroristes de cette zone-là, qui est l'arrière-pays où tous ces pays se forment, recrutent et s'équipent. Le deuxième problème, c'est qu'il faut, je pense, sur le plan intérieur à chaque État, véritablement moderniser et renforcer les armées. Parce que tant que les pays ont des armées qui sont essentiellement en charge de la garde d'un pouvoir, ces armées n'ont pas le temps et n'ont pas les moyens ni l'esprit d'assumer leurs missions républicaines qui sont la protection du territoire et des intérêts du pays aux frontières.
Donc, enlever des États, parce que les armées libyennes, les armées maliennes et burkinabées sont des armées habituées à s'immiscer sur le terrain du pouvoir politique, à gérer le pays au niveau des villes. Or, aujourd'hui, on leur demande d'aller, ce qu'elles n'ont jamais fait depuis 50 ans, vers le front où il n'y a pas des syndicalistes, où il n'y a pas des étudiants, où il n'y a pas de politiciens, mais d'aller face à des combattants armés qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi. Donc, c'est complètement changer de paradigme. Et dans un processus historique où elles n'ont pas de tradition militaire ou de guerre au sens militaire du terme, donc vous comprenez que c'est très difficile. Donc, la problématique de l'État libyen est importante, mais aussi celle de la structuration et de la modernisation des armées de chacun de ces différents pays. Et c'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie de ce plateau spécial. On se retrouve juste derrière. Deuxième partie de ce plateau spécial consacré au coup d'État en Afrique de l'Ouest ou renaissance idéologique. Avec moi sur ce plateau, toujours Arcel Morongui, politologue gabonais, et Louis-Philippe Baninga, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse. Messieurs, bienvenue une fois de plus pour cette deuxième partie de ce plateau spécial. Avant de poursuivre dans nos débats, je vous propose une fois encore d'écouter le professeur Guy Rossatanga. Je ne pense pas que ce soit question culturelle au sens de religieux. Il y a une question culturelle au sens idéologique. Les armées de ces pays ont toujours fonctionné sur la mythologie révolutionnaire et non pas sur une mythologie républicaine. Et les armées qui fonctionnent sur la mythologie révolutionnaire sont beaucoup plus facilement tentées de venir, comme ils disent, remettre de l'ordre dans la cité. C'est l'histoire du Mali, c'est l'histoire du Niger, c'est l'histoire du Burkina. Ça ne signifie pas forcément que cette irruption des militaires soit par définition une mauvaise chose. Elle est une mauvaise chose parce qu'aucune constitution au monde ne dit qu'on doit pouvoir arriver au pouvoir par les armes. Donc, il est normal qu'il y ait des condamnations de cette façon d'arriver au pouvoir. Mais je signale quand même que nous connaissons un pays de cette sous-région qui s'appelle le Ghana et dont l'essor démocratique a été facilité ou mis sur les rails par un militaire, en l'occurrence, Captain John Rawlings, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Donc, il y a des cas où des militaires sont capables de mettre un pays sur les bons rails, et notamment ceux de la démocratie. Et je signale que c'est un militaire qu'on peut considérer comme putschiste, qui s'appelait Charles de Gaulle, et qui est à l'origine de la France telle que nous la connaissons aujourd'hui. Alors, messieurs, une réaction par rapport aux propos du professeur Guy Rossatanga, Arcel Moreau, oui? Oui, je pense que le professeur souligne une dimension importante dans l'analyse de ces mouvements de coup d'État, parce qu'on a l'impression qu'on a connu des printemps entre guillemets démocratiques au cours de la décennie 2000-2010. Oui. Et puis, tout d'un coup, on a des espèces de remise en ordre des régimes autoritaires militaires. Alors, dans le fond, de quoi s'agit-il? Je pense que l'on a observé comment est-ce qu'au Mali, au Burkina Faso, on observe des effervescences populaires. Les gens vont en masse dans la rue, saluer, soutenir, rendre légitimes les prises de pouvoir militaire dans ces différents pays. Cela suppose, comme j'ai dit tantôt dans la première partie, qu'il y a des malaises plus profonds au-delà de la question sécuritaire. Il y a des attentes sur le plan socio-économique que peut-être le gouvernement ne met pas en place. Et du coup, lorsque des coups de force de ce genre-là arrivent, les populations estiment que c'est une forme de soulagement qui aura une réorientation immédiate dans le nouvel agencement politique qui se met en place. L'autre aspect, c'est que dans le processus de formation des États africains, les armées dans la plupart de ces pays se sont auto-investies d'une mission d'arbitrage du jeu politique. Oui. Or, il faut comprendre que le principe, c'est que dans le principe, les armées, dans les différentes composantes, ne sont que des moyens que chaque État met en place pour assurer sa sécurité et la protection de ses populations. C'est le rôle de l'armée. Parce que le problème qui est posé derrière ces prises de pouvoir, c'est le rapport entre l'État et l'armée aujourd'hui.
l'État, dans la conception philosophique et démocratique, doit être dirigé par des civils élus par le plus grand nombre de la population. L'irruption de l'armée sur le terrain politique pose effectivement un problème démocratique, un problème institutionnel, parce que le rôle de l'armée est une institution spécialisée de l'État chargée d'assurer la sécurité du territoire, la sécurité de l'État et des populations. Alors, lorsque l'armée intervient, dans le cas des pays africains, pas seulement au cours de ces deux dernières années, c'est des traditions militaires dans la plupart des pays africains. Je pense dans la zone sahélo-sahélienne où il y a eu des prises de pouvoir par la force. Donc, les armées se sont parfois, je l'ai dit, attribué le rôle de régulateur du jeu politique en estimant que le retard économique du pays, la pauvreté, le sous-développement, la corruption sont le fait des élites civiles. Oui. Et par conséquent, elles estiment à chaque fois venir avec la même rhétorique de restaurer l'ordre démocratique, l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel. Alors, dans la plupart des cas, l'on n'a pas souvent vu la démocratie être nécessairement rétablie. Dans la plupart de ces pays-là, le balayeur qui vient pour balayer repart lui-même plus sale qu'il n'a trouvé le pays. Donc, on a souvent vu ça. Du coup, l'arrivée d'un régime militaire ne peut que susciter des inquiétudes par rapport à l'avenir. Et là, on le voit avec ce qui se passe actuellement, je crois, au Mali, où la junte qui a déjà gouverné pendant quasiment 1 an, voire 2 ans, décide de prolonger la transition jusqu'en fin 2026. Oui. Ce qui suscite les condamnations de la communauté internationale, même du système international, de ne plus coopérer avec le pays. Donc, ce rapport entre l'État et l'armée s'oppose, mais il ne peut pas se résoudre par le fait d'imposer nécessairement des sanctions lorsque l'on sait que derrière ces irruptions militaires se trouve quelque part un certain soutien populaire, entre guillemets, légitime. Alors, Louis-Philippe Badinga, on a tout de suite vu le lundi 24 janvier les réactions fusées de partout. La CEDEAO, l'Union africaine, tout le monde condamne le Burkina Faso et la junte au pouvoir. Est-ce que finalement, le coup d'État ne vient-il pas décrédibiliser un peu aussi les décisions de la CEDEAO? Mais justement, si on prend les condamnations, c'est une tradition. Si on ne condamne pas, cela signifie qu'on cautionne. Mais en réalité, il ne faut pas que la condamnation soit à géométrie variable. On a vu justement, en ce qui concerne le Tchad, lorsque le président Idriss Déby Itno est mort au front, on s'attendait justement à une transition qui devait déboucher sur un processus démocratique. Mais tout de suite, la France, qui avait l'habitude de condamner, a soutenu ce qui apparaissait comme un coup de force. En réalité, quand on fait une rétrospective dans l'histoire de l'Afrique, aux premières heures de l'indépendance, c'est la France qui a introduit la tradition des coups d'État en Afrique pour renverser des présidents qui sont arrivés démocratiquement, sinon avec l'adhésion de leur peuple à la tête des États. On se souvient comment un certain nombre de présidents comme Sylvanus Olympio, on peut venir en Afrique centrale pour prendre le cas du Premier ministre Patrice Lumumba a été assassiné. Un bon nombre de présidents africains ont donc été assassinés, soit déposés justement par la France qui a voulu asseoir son impérium, c'est-à-dire une néocolonisation. Donc en réalité, cette tradition de coup d'État vient par la France. Donc aujourd'hui, quand on condamne, il faut se rendre compte en réalité que tout cela vient en écho de ce qui s'est passé déjà aux premières heures de l'indépendance. Maintenant, aujourd'hui, la différence, c'est que ce sont les populations qui applaudissent les coups d'État. Le professeur Guy Rossatangarigno, justement, a parlé du cas de Jerry Rawlings. Oui, effectivement, Jerry Rawlings a mis le Ghana sur les rails. Dans ce qui concerne ces derniers coups d'État, on ne peut pas donner un blanc-seing, justement, à ces militaires qui ont pris le pouvoir, parce que si on s'intéresse au cas du Burkina Faso, la libération du général Diendéré est quand même un signal qui devrait nous alerter sur, sinon nous inquiéter donc sur l'avenir. Et par rapport aux sanctions de la CEDEAO, est-ce que le Burkina refasse ce que le Mali et la Guinée avaient déjà fait, ce n'est pas une manière de décrédibiliser l'organisation sous-régionale? En fait, justement, les sanctions sont donc inopérantes et elles décrédibilisent la CEDEAO. Mais ce qui se dit chez les populations en Afrique de l'Ouest et chez ces militaires-là, c'est qu'en réalité, même lorsqu'ils sont élus démocratiquement, les présidents en place sont en réalité des préfets justement de la France-Afrique. On se souvient lors
de l'élection du président français Emmanuel Macron, la première opération qu'il a menée, c'était celle d'aller visiter des militaires français dans le nord Mali, j'ai envie de dire, tordant le protocole, obligeant le président justement malien à le rejoindre dans le nord du Mali. Alors donc, lorsqu'on observe cet état des faits, il y a donc ces populations et ces militaires qui pensent qu'aujourd'hui, même démocratiquement élus, ces présidents sont à la solde de la France. Il suffit de voir donc le débat entre Emmanuel Macron avec les étudiants, burkinabés. Voilà. Et même lors du sommet Afrique-France. Voilà, justement, pour comprendre qu'il y a des questions qui braquent encore la France, celle de la présence militaire, mais celle aussi du franc CFA, dans laquelle la France ne joue pas franc jeu. On a vu comment le président ivoirien a joué pour pouvoir donner une inflexion justement à cette monnaie ouest-africaine qui devait supplanter le franc CFA, mais qui en réalité n'est qu'une pâle copie du franc CFA. Donc la CEDEAO perd de plus en plus en légitimité parce que on se souvient dans les années 90, par exemple, avec les guerres qu'il y avait, on va dire les guerres et coups d'État qu'il y avait en Sierra Leone et même au Libéria, il y avait la force ouest-africaine ECOMOG qui intervenait. On a vu à la faveur de la volonté du président gambien, Yahya Jammeh, de se maintenir au pouvoir. On a vu une fermeté justement de la CEDEAO qui était prête avec les troupes sénégalaises d'aller en Gambie. Et donc aujourd'hui, la question est de savoir si la CEDEAO peut enclencher la même dynamique, car en réalité, il y a même en elle-même ce sentiment qu'elle n'est pas tellement légitime. Alors, Tel Madina, vous êtes du côté de la Côte d'Ivoire, vous êtes analyste politique et géostratégique, chercheur sur les questions de terrorisme au Sahel et dans le golfe de Guinée. Pouvez-vous nous donner votre lecture de la situation sur ce qui se passe au Burkina et le parallèle que l'on fait actuellement par rapport aux sanctions de la CEDEAO ? En pratique, oui. Il y a encore une décennie, les décisions de la CEDEAO étaient dissuasives, soit d'une façon juridique à travers ces textes qui imposaient des obligations strictes aux membres, soit de façon coercitive, reposant notamment sur un certain nombre de sanctions diplomatiques et économiques, ou d'une façon militaire, sur par exemple le déploiement de la force en attente de la CEDEAO, comme ça a été le cas en Gambie sous Yahya Jammeh. Mais aujourd'hui, la juxtaposition des problématiques politico-sécuritaires et socio-économiques dans un contexte de généralisation, il faut le dire, d'actes antidémocratiques sur le continent africain, notamment la violation des constitutions dans certains pays, décrédibilise la CEDEAO dans sa capacité à imposer le respect de sa législation et fragilise donc évidemment l'impact de ces décisions qui ne sont plus dissuasives. Alors, c'est comme vous le disiez déjà, Louis-Philippe Badinga, mais est-ce que finalement cette situation, donc au Burkina, au Mali et même en Guinée, ne serait-elle pas l'expression du sentiment anti-français en Afrique de l'Ouest ? Arcel Moreau. Alors, je pense que d'abord, pour venir rapidement sur la question de la CEDEAO, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que la CEDEAO aujourd'hui, dans une doctrine qui ne s'applique pas d'un pays à un autre, malheureusement, cette doctrine aurait dû être une doctrine de cas par cas que d'avoir une ligne droite pour dire dès qu'il y a coup d'État, on sanctionne. Or, les premiers coups d'État, c'est lorsqu'il y a violation de la Constitution pour inscrire un troisième mandat. Par exemple, comme on a vu en Guinée. En Guinée ou même en Côte d'Ivoire, il faut le dire. Un troisième mandat, c'est un troisième mandat. Ce n'est pas parce qu'ailleurs, ça s'est passé dans un cadre relatif qu'ailleurs, il y a eu des échafaudés qui ont amené une partie de la main à prendre le pouvoir. Je pense que les principes d'orthodoxie démocratique que la CEDEAO veut imposer, il faut que la CEDEAO les impose jusqu'au bout pour toutes les situations. La même chose en ce qui concerne la France, on ne peut pas condamner, légitimer un coup d'État au Tchad, le condamner au Mali ou au Burkina Faso. Cela pose un problème de crédibilité au niveau international. Du coup, je pense que, pour revenir maintenant sur la question de la France, justement, c'est qu'aujourd'hui, la France est dans un positionnement géostratégique très compliqué au niveau de son ancien espace d'influence post-colonial. D'un côté, la France est mise à mal, presque déjà mise dehors en Centrafrique aujourd'hui. Et en Guinée, la Guinée a une tradition d'autonomie vis-à-vis de la France. Et aujourd'hui, nous avons deux pays un peu de ce précaré-là
la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, qui aujourd'hui tentent de sortir de l'escarcelle de la France. Donc, par le jeu des sanctions que la France soutient ou impulse en arrière-plan au niveau de la CEDEAO, au niveau de la communauté internationale, la stratégie de la France est peut-être d'amener ces régimes à s'infléchir, à reculer pour entrer dans le cadre de la doctrine colonialiste française ou post-coloniale française. Je le dis, je l'assume. Cependant, la réalité sur le terrain aujourd'hui, c'est que ce sont des régimes qui sont soutenus par des opinions publiques qui pensent que le jeu de la France en matière de sécurité des populations dans les zones de terrorisme ne vise pas au fond à éradiquer le terrorisme, mais plutôt à maintenir des formes de statu quo. En d'autres termes, les populations se demandent comment, avec autant de mobilisation militaire, budgétaire, internationale, on continue à subir tous les jours des actes de terrorisme, quand bien même les moyens apportés par la France et la coalition internationale qu'elle a menée ne peuvent pas nous permettre de nous renseigner, de nous informer et de repousser suffisamment les terroristes. À quoi ou à qui sert finalement ce maintien de la présence militaire en France? Voilà ce qui fait en sorte qu'une partie, sinon la grande partie des opinions publiques et de l'élite militaire de ces pays en viennent à dire que les pouvoirs établis sont en complicité avec le gouvernement français. Du coup, mettre à l'écart un gouvernement qui a des failles au niveau de la sécurité et qui cautionne la stratégie française, enfin, ça ne peut qu'amener un soutien populaire. Voilà un peu la situation. Et du coup, aujourd'hui, je pense que dans ce positionnement géostratégique, avec la Russie qui est derrière, qui avance à petit pion, et j'allais d'ailleurs vous poser la question, en Centrafrique, que ce ou soit au Mali, même si les autorités ne l'ont pas confirmé. Elles ne l'ont pas confirmé. Mais je pense que ce que dit la France et l'Union européenne n'est pas faux, qu'il y a la présence des Russes, et les Russes ont reconnu être présents, pas l'État russe, mais des groupes de mercenaires de la Russie recrutés pour appuyer en termes de conseil et de formation les cas de l'armée malienne. Donc la Russie, elle est déjà présente. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France est dans une situation de repositionnement très difficile au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Alors, Louis-Philippe Badinga, finalement, que pensez-vous de cette reconfiguration géopolitique du côté de l'Afrique de l'Ouest? Oui, bon, de toutes les manières, c'est évident. Je le disais déjà, c'est-à-dire que la France s'est illustrée par un double jeu, si ce n'est un double langage. Si vous prenez de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, on a eu le mot rupture. Alors là, François Hollande a parlé de rupture, Emmanuel Macron, dans ses derniers discours, a parlé de rupture, mais en réalité, il n'y a pas de rupture. Il suffit de voir, donc, justement, comme je le disais, la question du franc CFA et de la présence militaire française en Afrique, elle est gênante. Emmanuel Macron a du mal à discuter franchement de ces questions. C'est vrai, on a vu sa bonne volonté sur les questions culturelles avec le rapatriement, par exemple, des biens culturels. Des biens culturels, justement, qui ont été pris en Afrique. Comment, au Bénin, avec notamment. Beaucoup de volonté, parce qu'il a été conseillé, justement, après un rapport. Voilà comment il a restitué ses biens déjà au Bénin et un sabre, je pense, pour le Sénégal. Voilà. Mais la réalité, c'est que sur les questions de fond, franc CFA, présence militaire, elle ne le peut pas. Parce que la réalité, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que nous sommes vautrés en Afrique dans une diplomatie qui a tendance à parler de frères et amis, alors qu'en réalité, sur la scène internationale, il n'y a que les intérêts des États. Donc la France, voilà, la France n'a pas d'amis. Elle a des intérêts. C'est un président français qui l'a dit. Et nous devons le comprendre. Et ce qui est vrai, c'est que la France est en train de perdre pied, eu égard déjà à la présence russe en Centrafrique, pour les mêmes raisons, des questions sécuritaires. Là encore, on avait la France Sangaris. Voilà, la France y a été avec Sangaris, mais malheureusement, la France n'a pas pu régler la question sécuritaire, qui accrédite justement la thèse de la volonté d'un statu quo qui fasse que la France reste là pour un bon moment. Or, la question aujourd'hui, elle dérange. Ce qu'il faut plutôt, la France doit pouvoir amener les armées africaines à s'équiper, mais à changer effectivement de doctrine aussi, parce que les armées africaines ont été construites par la France, avec la volonté donc de défendre un homme fort. Or, ces armées doivent être portées désormais vers la lutte contre les nouveaux périls
ils peuvent être sous la forme sécuritaire, djihadiste en Afrique de l'Ouest, mais ça peut être le cas en Afrique centrale, concernant dans le golfe de Guinée, la piraterie maritime, ça peut être le braconnage et tous ces pillages dans les forêts en ce qui concerne l'exploitation de l'or et des richesses minières. Donc ce sont des nouveaux périls vers lesquels les armées nationales doivent, j'ai envie de dire, réfléchir et orienter leur énergie et leurs moyens. Malheureusement, cela n'est pas le cas. Alors, oui, oui, allez-y, terminez. Oui, donc, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut s'attendre de plus en plus à, j'ai envie de dire, ce sentiment anti-français déjà observé dans un pays différent. Le Sénégal, on ne sent pas qu'il y a chez l'armée une tentation d'intervenir dans le processus démocratique. Mais on a vu le comportement des étudiants sénégalais qui s'en sont pris à des enseignes françaises à la faveur justement de l'arrestation d'un opposant, Sonko notamment, et ils s'en sont pris à la présence française comme pour dire que c'était la France justement qui en réalité soutenait Macky Sall, qui avait ou à qui on reproche la tentative d'un troisième mandat. Alors, Tel Madina, vous nous suivez depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous, que pensez-vous de cette reconfiguration géopolitique ? Plus certainement que prévu, la géopolitique en Afrique de l'Ouest évolue certainement, que ce soit nationalement, régionalement ou sur la scène internationale. Les lieux de compétition se multiplient, du Sahel à l'Afrique de l'Est, du Golfe de Guinée à l'Afrique centrale. On assiste à une reconfiguration de la coopération internationale avec l'Afrique, du fait de l'offensive de nouveaux acteurs tels que la Chine sur le volet économique, l'Inde sur le volet technologique et la Russie sur le volet militaire. Mais on assiste tout aussi à un retour au nationalisme et à la volonté d'une véritable indépendance économique, politique et monétaire prônée par certains États africains. Une chose est sûre, l'Afrique prend de plus en plus de valeur sur la scène internationale et devient plus que jamais le continent de tous les enjeux. Vous avez peut-être un regard différent. Rapidement, avant de vous donner la parole, docteur Arcel Moreau, nous allons aller du côté de Paris. Nicolas Normand, vous qui avez été ancien ambassadeur de la France au Mali, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette reconfiguration géopolitique du côté de l'Afrique de l'Ouest ? Il y a des tensions très fortes avec la France, qui est le principal partenaire militaire, avant même d'être un partenaire en aide au développement. Il y a 5000 soldats français au Mali et au Burkina et au Niger, mais l'essentiel est au Mali. Eh bien, au Mali, ils ont essayé d'attirer les Russes. Les Russes ne veulent pas remplacer Barkhane, la force française, mais ils ont proposé des mercenaires. Mais pour l'instant, il y a un petit nombre de mercenaires russes, Wagner, au Mali, mais ça crée déjà beaucoup de problèmes. Ensuite, tout récemment, ils ont demandé à un petit contingent danois parce qu'il y a une petite force européenne en appui des Français et en appui surtout de l'armée malienne qui se trouve actuellement au Mali. Et il y a quelques jours, ils ont demandé d'expulser les militaires danois sous un prétexte juridique qui, après vérification, ne semble pas tenir selon ce que disent les autorités danoises et selon ce que disent aussi les autres pays européens qui ont publié des protestations à ce sujet. Donc le contentieux paraît politique et pas juridique. On a vu donc Bamako mettre dehors des militaires danois qui étaient venus aider l'armée malienne. Donc c'est un paradoxe. Donc pour l'instant, il y a une situation compliquée à Bamako. On ne sait pas exactement ce que veulent les autorités maliennes parce qu'ils critiquent l'armée française, mais ils ne demandent pas à l'armée française de partir. Ils souhaitent toujours l'appui militaire français, tout en critiquant la France. Et la France elle-même n'est pas non plus dans une position très logique ou très cohérente, puisqu'elle souhaite aussi maintenir son armée. Arcel Moreau, peut-être réagir aux propos de cet ancien ambassadeur de la France au Mali. Je pense que pour l'ensemble des deux intervenants, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que 50 ans après les indépendances des pays africains, le modèle de développement des pays africains, qui était essentiellement tourné sur le partenaire qu'on appelait la France, montre beaucoup d'essoufflement. Sur le plan économique, les pays africains constatent beaucoup de retard, même si derrière cela, il y a beaucoup de responsabilités africaines ou locales. Je pense que le rôle ou la place prépondérante que la France a joué dans ces économies pose problème. Les conséquences sont sociales aujourd'hui. Sur le plan sécuritaire et diplomatique,
les pays africains ne sont pas sortis là avec des armées véritablement républicaines, capables de répondre aux enjeux de défense nationale. Pas de défense d'un régime politique, mais de défense nationale. Du coup, cet ensemble de facteurs mélangés à une mondialisation qui apporte de nouveaux partenaires sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, financier et social, fait en sorte que les pays africains estiment qu'il faut revoir la coopération avec la France. Et c'est là où toutes les difficultés sont. Ce qui explique aujourd'hui que face aux défis sécuritaires tels que l'on le voit en Afrique de l'Ouest, dans ces différents pays, Mali, Burkina Faso, Niger, les tentations nationalistes ne peuvent qu'émerger. On se dit, autant essayer nous-mêmes une aventure, un chemin autonome de développement, de sécurisation de notre pays. Donc, je pense que les options de sanctions que la France et la CEDEAO et d'autres organisations internationales tentent de mettre en avant pour régler la question malienne, tout comme la question burkinabé, voire guinéenne, ne constituent pas, à mon sens, la perspective raisonnable et rassurante à court terme et à long terme. Je pense qu'il faut aller vers un véritable dialogue politique. Il faut aller vers un dialogue politique qui doit permettre de claircir les objectifs de partenariat militaire, mais aussi vers un dialogue plus politique pour faire émerger de véritables armées, de faire émerger de véritables États qui peuvent permettre de prendre en charge les populations sur le plan économique et sur le plan social. Et ce sera votre mot de fin. Louis-Philippe Badinga, votre réaction? Oui, justement. Lorsqu'on voit ce qui se passe en Afrique de l'Ouest et peut-être en Afrique centrale avec le cas centrafricain, c'est que l'Afrique est devenue en fait le terrain d'un certain nombre de luttes d'influence, tendant à dire que nous sommes certainement en train de rentrer dans une nouvelle guerre froide entre l'Occident et, on va dire, l'Est, représenté aujourd'hui essentiellement par la Russie et la Chine. Oui. Alors, mais le plus curieux dans cette histoire, c'est que autant après la Seconde Guerre mondiale, la Russie était ce pays en réalité qui aidait les nations ex-colonisées à sortir donc de l'impérium à travers des luttes de libération. Autant aujourd'hui, de nombreux pays africains perçoivent encore la Russie comme justement cette puissance qui va leur permettre de sortir du néocolonialisme, même si le paradigme a changé. La Russie de l'époque n'est plus la Russie d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas, les enjeux sont à la fois sur les matières premières, et il n'y a pas que la Russie, la Chine, il y a également la Turquie qui est dans la danse, il y a les États-Unis qui veulent aussi avoir une nouvelle politique africaine. La réalité, c'est que les pays africains ne doivent pas être naïfs sur ces questions. Il y a le 17 et 18 février une grande réunion entre l'Union européenne et l'Union africaine. Ah oui. Cela devait être l'occasion pour les États africains, justement, d'aller avec des nouveaux postulats. Il y a un peu plus de 30 ans, il y a eu le sommet de La Baule entre les États africains et la France qui ont posé les jalons du retour au multipartisme. Mais il faut qu'il y ait une nouvelle respiration en fait, de la démocratie parce que 30 ans après, on voit bien, même si en Afrique de l'Ouest, il y a des pays qui ont fait école comme le Mali, le Ghana, Mali et pourtant, oui. Voilà, le Burkina Faso, le Niger qui résiste aujourd'hui. Malheureusement, avec la tentation d'un troisième mandat, de nombreux pays ont instillé, ont ajouté aux problématiques qui font de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui un foyer instable. Merci beaucoup Louis-Philippe Badinga, rédacteur en chef à l'agence gabonaise de presse. Ce sera également votre mot de fin. Merci Arcel Moreau, vous êtes politologue gabonais. Merci d'être passé sur ce plateau à vous deux messieurs. Merci à Tel Madina, analyste politique et géostratégique, chercheur sur les questions de terrorisme au Sahel et dans le Golfe de Guinée. Nous étions avec elle en direct d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Merci à Nicolas Normand, ancien ambassadeur de la France au Mali, qui a également participé à cette émission depuis Paris. Merci à Abdou Zouré, directeur de publication du média en ligne Faso7.com. Il nous a donné la situation actuelle, il nous a fait état de la situation actuelle à Ouagadougou, au Burkina Faso. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.